j'avais invité professeur Sophie Suzen à peut-être, voilà, venez à côté de moi. Ça, voilà, il y a un micro chacun, on peut se partager les micros. Avoir un peu votre point de vue sur, voilà, sur ce week-end, sur, alors vous êtes exprimé sur l'échange, l'implication de l'AFH, du travail qui a été accompli ces 5 dernières années. Nous avons vu en ouverture toute l'innovation thérapeutique qui arrive, qui est soit dans le pipeline, soit qui est déjà là ou qui va arriver, on va dire, dans les mois. On parle plus d'années là, je pense, on parle de mois. Comment on analyse ça de votre côté? Pour nous, on voit qu'il y a encore quand même pas mal de choses, même s'il y a une avancée. Comment on se projette un petit peu là, dans cette situation-là, dans ce paysage-là? Alors, c'est une question, pour nous, professionnels de santé, qui est complexe actuellement, parce que on va parler d'une partie des personnes atteintes de pathologie de l'hémostase, hein, donc les hémophiles, pour lesquelles, effectivement, il y a des avancées thérapeutiques majeures. Avec des mécanismes, vous l'avez vu, de fonctionnement. La comparaison avec la voiture était pas mal. Le colis aussi était bien trouvé. Mais des mécanismes qui font appel à une expertise qu'on ne maîtrise pas encore. Avec des données qui évoluent très très vite. On a plusieurs congrès scientifiques dans l'année, vous y participez pour un certain nombre d'entre vous, et à peu près tous les 3 mois, on a des nouvelles données à analyser. Donc il y a un rythme effréné, je dirais, parce qu'il y a effectivement des financements industriels conséquents sur un certain nombre de produits. Donc il y a un besoin d'arriver au bout, d'arriver à la mise sur le marché, avec vraiment des avancées thérapeutiques majeures et dans certains cas, des avancées qui sont vraiment extrêmement importantes. Je pense par exemple aux hémophiles B avec inhibiteurs pour lesquels on a très peu de solutions. Et vraiment le fait que les industriels investissent sur des nouvelles thérapeutiques, sur des nouvelles façons de faire rouler la voiture, c'est vraiment une avancée formidable. Notre rôle de professionnel de santé, il est compliqué parce qu'il faut qu'on suive ces innovations. Il faut qu'on se retourne vers le passé et qu'on se dise on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est quoi? C'est ne pas être suffisamment prudent, parce qu'on a un principe, c'est primum non nocere, suffisamment prudent avec ses avancées, essayer d'absorber tout ça pour essayer de donner le bon conseil au bon moment, au bon patient. Et pour un certain nombre d'avancées, on n'y est pas tout à fait encore. Et pourtant, la communauté a tendance à mettre le pied sur l'accélérateur, encore une fois, pour un certain nombre de patients, pour que ces nouveautés soient disponibles pour tous. C'est très différent de participer à un essai clinique et d'avoir un traitement dans la vraie vie sans avoir toutes les précautions que l'on prend au cours d'un essai clinique. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et puis, il y a tous les patients, comme ce jeune homme, pour lesquels, finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis 30 ans, enfin même plus que 30 ans. Et les progrès, ils doivent concerner tout le monde. Donc, et il ne faut pas que notre énergie, y compris en tant que professionnel de santé, elle soit totalement absorbée par des nouveautés, par des progrès certains, mais qui vont finalement concerner dans les mois, années qui viennent qu'une minorité. Donc c'est pas simple, et pour ça on a besoin, encore une fois, de travailler ensemble. On a besoin du plaidoyer, de savoir ce que nos doutes font comme écho chez vous. Et on a besoin de travailler ensemble ce plaidoyer vis-à-vis des agences, quand il y a vraiment des innovations pour lesquelles il faut accélérer la mise à disposition, quel que soit le mécanisme avec lequel on accélère cette mise à disposition. Ça peut être de l'accès précoce, ça peut être favoriser de l'accès compassionnel, collecter des données et s'organiser pour que ces produits soient disponibles pour les patients qui en ont besoin. Mais c'est un travail compliqué, et même si c'est effectivement assez formidable de voir les avancées dans les maladies rares en général, hein, certes dans les maladies hémorragiques, mais dans les maladies rares en général,
nous devons rester vigilants à bien accompagner le mouvement, à s'entourer des expertises complémentaires nécessaires. Et là, la thérapie génique, on voit clairement qu'un hématologue ne pourra pas tout seul gérer la totalité du traitement, qu'il faudra s'entourer d'autres spécialités. Et il faut vraiment qu'on soit très, très vigilant. Alors, on voit ça d'un œil très positif, mais aussi, encore une fois, du travail en perspective, du travail collaboratif, multidisciplinaire, et avançons sereinement avec ces nouveaux traitements. Voilà. Très bien, merci. Donc, la conclusion, ce que je peux en retirer, c'est ça avance, mais n'oublions pas les autres et soyons vigilants sur ce qui arrive aussi et soyons certains que ce qui est là proposé arrive vraiment pour les patients et qu'on n'oublie pas les autres. Et puis surtout, que cette innovation-là va aussi quand même apporter une évolution sans doute sur sa prise en charge, sur sa réflexion, sur tous les à côté, que ça doit être aussi réfléchi et accompagné pour que ce soit mieux compris et appréhendé et mis en place par la communauté. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette analyse. Peut-être, est-ce qu'Émile Capel est là ? Oui, Émile Capel est là. C'est le temps, écoutez, de vous remercier à vous tous, à tous les partenaires, à tous les participants ici en présentiel, en ligne aussi. Bien sûr, l'équipe organisatrice locale, l'équipe organisatrice, je pense notamment à Émilie, à toute l'équipe salariée, à Geneviève, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Non ? Ah, elle est là. Elle est là. Elle le savait, elle se cachait, c'est pour ça. À Maryse. Donc, merci Maryse. Pour ton engagement sans faille, non-stop, pour tes nuits blanches, pour tes sueurs, pour ta bienveillance, pour ta patience envers beaucoup d'entre nous et notamment envers moi. Je t'en remercie pour toute la communauté. Je te laisse remercier ton équipe locale qui a fait vraiment un boulot mais fantastique. Bravo, merci. On attendait ce rendez-vous depuis 4 ans et franchement, on n'est pas déçus. Voilà, très bien. Et puis ensuite, on n'est jamais déçus à Lille. Et puis ensuite, juste pour, je te laisse remercier, puis je. Écoute, j'ai plus grand-chose à dire. Il me semble que tu as tout dit parce que j'allais remercier tout le monde. Mais moi, effectivement, je remercie l'AFH national d'avoir cru en ce projet, d'avoir cru en la ville de Lille et tous les salariés hyper dynamiques qui ont été là tout le long du projet, tous les bénévoles hyper actifs de l'AFH et surtout tout notre comité Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis hyper fière d'avoir pu mobiliser tant de monde et de voir qu'on a envie de bouger à Lille et de faire bouger les choses pour les hémophiles et pour les maladies hémorragiques rares. Merci à vous tous. Et juste pour information, donc voilà, le conseil d'administration a été élu hier, donc vous avez eu le résultat. Et pour rassurer tout le monde, nous avons un bureau, nous avons un trésorier, nous avons un président et nous avons un secrétaire général qui sont les mêmes d'avant. Donc voilà, juste pour rappel, c'est Édouard le trésorier, Jean-Marc Dien le secrétaire général et moi-même. Je suis là encore pour 2 ans, mais dans 2 ans, je ne serai plus là. Donc voilà, petit message aux administrateurs, petit message aux adhérents. Voilà, merci beaucoup. Et je vous prépare le petit déjeuner.